Bonjour à tous, vous allez suivre le cours d'EMC sur la recomposition du lien social. C'est un nouveau chapitre. Donc vous pouvez prendre une nouvelle page ou recopier ou faire des captures d'écran pour récupérer le cours. Dans ce chapitre, nous allons nous poser la question suivante. Comment les modalités de recomposition du lien social tendent-elles à définir un nouveau modèle de société? Dans le chapitre précédent de MC, nous avions vu plutôt les problèmes qui touchaient la société française, les fragilités du lien social, et là nous allons voir plutôt les évolutions de la société, comment les rapports sociaux se redéfinissent et comment tout ça évolue vers de nouveaux modes de sociabilité, des solutions aux problèmes qu'on a pu voir, et puis des situations qui restent à régler. Grand 1, le renouvellement des instances de socialisation. Je rappelle qu'une instance de socialisation, c'est un lieu et un moment de la vie où l'individu va apprendre à se sociabiliser, il va apprendre les codes moraux, les mœurs, les habitudes, les lois, les règles de sa société, de sa culture, voire de sa religion. Et donc on va revoir ces différentes instances de socialisation. On va résumer ce qu'on avait vu dans le premier chapitre, c'est-à-dire les problèmes qu'on a pu mettre en évidence, et puis on va voir à chaque fois les solutions possibles. La première instance de socialisation, c'est la famille, évidemment, puisque un enfant va naître dans sa famille et il va apprendre petit à petit tout un tas de règles de politesse, de conduite, de partage, morale, parfois religieuse. Dans la famille, on a pu constater que avec les lois qui ont permis la facilitation du divorce et les changements d'habitude à la deuxième moitié du XXe siècle, on a plus de divorces, donc plus de ruptures familiales, ce qui peut amener, si c'est mal fait, à une souffrance, une culpabilité pour l'enfant, et ça peut venir abîmer sa construction sociale et sa relation aux autres, et donc ça entraîne parfois une fragilisation des liens sociaux. Il y a ensuite, depuis une trentaine d'années, de nouvelles formes de familles qui émergent. On avait pu voir les familles homoparentales, par exemple. Il y a les familles mixtes. Alors, une famille mixte, ça se définit par des parents de culture, de couleur de peau différentes, de religions différentes. Et puis, les divorces entraînent parfois soit des familles recomposées, avec des remariages, qui peut être parfois compliqué pour les enfants, avec les demi-frères, demi-sœurs, etc. Soit des familles monoparentales, puisqu'on l'avait vu, c'est un facteur de fragilisation sociale, de pauvreté. Bien souvent, c'est la mère qui se retrouve seule, avec un père qui fait défaut ou qui ne paye pas toujours la pension alimentaire, ce qui pose de gros problèmes pour ces femmes, puisqu'elles doivent s'occuper d'enfants. Il est très difficile de pouvoir travailler à temps plein tout en s'occupant d'un enfant. Donc parfois, voire souvent, ces femmes-là sont obligées de se mettre en temps partiel, en mi-temps ou carrément arrêter de travailler pour s'occuper de l'enfant, et donc tout ça entraîne une spirale de la pauvreté. On avait vu ça dans le premier chapitre. On compte à peu près 3 millions d'enfants pauvres en France, souvent dans des familles monoparentales, mais pas toujours. Et c'est un chiffre qui date d'avant la crise du Covid. Il est malheureusement probable que cela augmente. Voilà la petite image qui illustre un peu la difficulté parfois de se repérer dans cette nouvelle forme de famille. Il y a plusieurs manières de faire famille, et donc les recompositions sont illustrées par la vidéo qui suit. Il était une fois l'homoparentalité. En 1 minute. L'homoparentalité, c'est le mot qu'on dit quand un enfant est élevé par 2 mamans ou 2 papas. C'est comme ça, c'est sa famille à lui. Certains ont un papa et une maman, d'autres un seul papa ou une seule maman, ou certains rien de tout ça. Et bien dans une famille homoparentale, il y a 2 mamans ou 2 papas. C'est vrai que c'est pas vraiment comme d'habitude. En fait, il existe toutes sortes de familles un peu originales où on s'aime et où on se sent bien. Quand on a 2 papas ou 2 mamans à la maison, on rit, on fait les courses, on discute, on déjeune tous ensemble, on joue
on passe l'aspirateur, on crie, on danse, on s'ennuie, on dort, on chante, on fait les foufous, on se balade. Comme dans toutes les familles. Et les enfants, ils sont tout aussi heureux et épanouis. C'est des chercheurs très intelligents qui le disent. Si toutes les familles ne sont pas pareilles, si tous les parents n'ont pas mis leurs petites graines, ce qui ne change pas en revanche, c'est ce petit truc qui unit les membres d'une même famille, l'amour. Et c'est ça le plus important pour un enfant. Alors peu importe qu'elle soit hétéroparentale, monoparentale, recomposée, mixte ou homoparentale, chaque famille a sa place dans l'arc-en-ciel des familles. Voilà pourquoi il faut respecter toutes les familles, les considérer à valeur égale. Je suis sûr qu'à l'école, à la crèche ou au sport, vous fréquentez des enfants de différents types de familles, même sans le savoir, non? Eh bien ça arrivera forcément un jour. Et il n'y a pas de raison d'en avoir peur, ça s'appelle la diversité. Ah, l'apprentissage du vivre ensemble. Il est essentiel de faire comprendre ça à la nouvelle génération, histoire d'enterrer une bonne fois pour toutes les préjugés et faire que les enfants élevés dans ces familles homoparentales sentent que leurs familles sont bel et bien acceptées par la société au même titre que toutes les autres. Love makes a family. Vous venez de voir la vidéo 1 sur les nouvelles formes de famille. Donc en fait, il y a plein de manières de faire famille. Il y a la famille nucléaire et génétique avec le modèle traditionnel hétérosexuel avec un père, une mère. Vous avez les familles adoptives, donc homoparentales, monoparentales, recomposées. Et en fait, la famille n'est plus uniquement définie par une transmission des gènes à l'enfant, elle est multiple, la famille. C'est une relation d'amour et elle peut donc prendre plein de formes. Encore faut-il que la société adapte ses lois et ses comportements à ces nouvelles formes de famille et aux enfants de se sentir aimés, c'est le plus important, et non discriminés, ou lorsque parfois à l'école il peut y avoir des moqueries ou des interrogations sur les différents types de familles. Deuxième instance, c'est l'école. L'école prend le relais de la famille et en complémentarité avec la famille, elle va évidemment former les élèves, leur apporter des connaissances, des compétences, mais aussi tout un tas de codes et de règles de société qu'ils doivent respecter, ainsi qu'une culture commune. Alors, il y a eu des fragilisations, la massification. Depuis les années 70, on a ouvert l'école à tous les élèves, notamment le collège et le lycée, et ça a posé des problèmes, puisque des enfants qui d'habitude arrêtaient les études beaucoup plus tôt se sont retrouvés dans des classes qui n'étaient pas forcément adaptées ni dans ce qui était transmis, ni dans les locaux, et donc on a parfois des classes surchargées. Avec la perturbation du processus de socialisation dans les familles, la massification et la pauvreté, on peut avoir aussi des incivilités et des remises en question de l'autorité des professeurs ou de l'institution. Donc on a une augmentation des incivilités et puis de l'agressivité généralisée. Alors le harcèlement scolaire, c'est quelque chose qui existe depuis que l'école existe. C'est juste que jusqu'à présent, jusqu'à récemment, en fait, c'était pas considéré comme très grave, c'était considéré comme des jeux, ou des bêtises, ou des moqueries, comme un mal nécessaire. Et en fait, depuis quelques années, on a pris la mesure du problème et maintenant on essaie de combattre ça. Donc entre élèves, ça peut être très violent. Et puis on est entré dans ce qu'on avait vu, c'est-à-dire l'école inclusive, qui propose donc d'inclure dans les classes on va dire normales, classiques, des élèves à profil atypique qui auparavant soit étaient à l'école tôt, soit étaient envoyés dans des structures spécialisées. Alors ça peut être des élèves qui ont des difficultés très légères comme les dyslexies, dysgraphiques, qui ont des PAP, qui ont des examens adaptés parfois. Puis ça peut être des enfants avec un léger handicap comme l'autisme ou des comportements parfois un peu difficiles, des TOC ou des difficultés d'attention. Donc c'est parfois très difficile pour les professeurs de prendre en charge ces élèves et il faut savoir qu'on est très peu formés, voire pas formés. Et donc ce sont des élèves qui nécessitent souvent beaucoup d'attention. Donc si vous avez une classe donc de 35 élèves, vous pouvez difficilement donner du temps à cet élève. Je suis Wafa Amadi, accompagnante d'élèves en situation de handicap. Actuellement, j'exerce au sein d'une école maternelle à Agnières-sur-Seine. Alors, AESH, donc c'est accompagnant.
d'élèves en situation d'handicap. On a un soutien pour l'enseignant, on assiste les enfants, on accompagne les enfants, on aide dans les travaux, dans les activités qui sont dirigées et sous la responsabilité de l'enseignant. Mon rôle est surtout de l'aider, non pas d'assister, mais de l'aider et de l'amener à une certaine autonomie par la suite. L'AESH n'est pas toute seule, elle travaille en équipe. Il y a l'enseignant derrière, il y a l'enseignante référente aussi, la directrice, qui sont d'un grand soutien aussi pour l'AESH. Je fais ce métier depuis 3 ans. Auparavant, j'étais dans un autre domaine, dans l'événementiel, restauration, hôtellerie. Une amie m'a parlé de ce métier-là et puis voilà, j'ai préféré me rediriger vers ce qui m'attirait aussi, c'est-à-dire le milieu éducatif avant tout. Je me suis lancée, j'ai envoyé ma candidature. Aujourd'hui, je suis là, après 3 ans, dans ce domaine-là. Les principales qualités pour exercer ce métier sont tout d'abord l'écoute, bien écouter l'enfant pour mieux le comprendre. Je dirais aussi la patience. Je pourrais ajouter l'observation aussi, qui sont très importants, mais qui vont avec l'écoute, c'est-à-dire écoute, observation. Et enfin, l'empathie, le souci de son bien-être. Avec l'enseignant, il faut qu'il y ait des échanges, une communication. L'AESH doit dire les choses qu'elle a pu observer, les stratégies qu'elle qu'elle envisage pour aider au mieux l'enfant. Donc tout ça, c'est coordination, c'est un travail en équipe, en commun. J'ai constaté que Jacques Ézéchiel avait beaucoup progressé. Par exemple, au début, il ne connaissait pas du tout les lettres, et encore moins les lettres de son prénom. Avec quatre petites sections, on a fait un petit jeu, donc chacun devait retrouver les lettres de son prénom et les disposer sous chaque lettre. Donc j'ai vu qu'il avait parfaitement réussi cette activité-là. Et même plus loin, il retenait aussi le prénom des autres. Il était curieux aussi de connaître d'autres choses. Il n'était pas centré que sur lui. Et je suis fière des efforts qu'il produit. Ce qui m'a intéressée dans ce métier, c'est de voir le progrès, l'évolution chez les enfants avec un certain handicap. Et surtout de voir comment ils arrivent à s'intégrer dans une structure, établissement, on va dire, classique. Moi, ce qui m'anime et ce qui me réjouit là-dedans, c'est égayer, faire sourire l'enfant. Et plus il a confiance, plus il progresse. Et plus il progresse, plus il s'intègre et meilleure est la vie en société pour lui. Donc, pour adapter l'école à ces nouveaux problèmes de société et à l'inclusion scolaire, on a développé certains métiers. On a intégré à l'intérieur des bâtiments, donc dans les écoles, assistants sociaux, les psychoscolaires, les infirmières, les médecins, les AESH, comme vous avez vu dans la vidéo, qui se spécialisent petit à petit, qui se déploient pour aider le professeur à se seconder dans la prise en charge des élèves et des profils, donc les PPRE, les PPS, les PAP, peut-être que vous connaissez ça. Ce sont des conseils, on va dire, donnés aux professeurs pour différencier les cours, les évaluations et les exercices afin de les adapter à la difficulté de l'individu, de l'élève. Par exemple, un élève dyslexique, on va lui écrire en taille 14, en Arial. On va espacer 1.5, on va enlever un exercice parfois dans les contrôles. Ça dépend en fait, c'est vraiment du cas par cas. Donc ça c'est établi par la famille et par les pôles médico-sociaux. Et puis les professeurs doivent appliquer ça, ce qui n'est pas toujours facile parce que vous pouvez des fois avoir des classes avec 6 ou 7 PPRE ou PAP et ça nécessiterait de faire 6 ou 7 types d'exercices d'évaluation et donc ça c'est pas faisable. La religion. Alors, on n'a pas du tout parlé en tant qu'instance de socialisation, mais plutôt on a vu certains problèmes liés
religion, mais c'est une instance de socialisation. Pour ceux qui ont eu le contrôle qui portait sur cette question, il fallait répondre oui. C'est une instance de socialisation, puisque en fait vous appartenez à un groupe social qui est uni par une croyance en un Dieu, et cette croyance implique des rites, des règles, des façons de se saluer, des dates importantes, des comportements adoptés, et donc tout ça c'est totalement la définition d'une instance de socialisation. Alors, il y a moins de croyants qu'avant. En fait, dans la France du début, de la première moitié du XXe siècle, même si ça avait commencé à se réduire, la plupart des Français étaient encore affiliés à une religion, et donc ça permettait de transmettre notamment aux enfants, lorsqu'ils apprenaient les règles, les prières, qui passaient les rites de passage, ça contribuait à la socialisation et à l'uniformisation de la société autour de points communs, en fait. Donc le nombre d'athées augmente, le nombre de croyants baisse, et puis le nombre de pratiquants notamment baisse, et puis vous avez du coup des normes qui se transmettent moins ou qui sont différentes, des remises en question des normes, puisque certaines règles religieuses peuvent être perçues comme passéistes, absurdes ou sans fondement par rapport à l'évolution du monde. Et puis tout ce qu'on a pu voir sur la radicalisation, le repli sur sa propre religion, le fondamentalisme et le séparatisme qui essaye d'imposer que la règle de sa religion est la seule et unique règle qui compte, et que la loi du peuple n'a pas de supériorité sur cette règle religieuse. Donc ce sont des gens qui refusent d'appliquer la loi et qui considèrent et qui refusent bien souvent aussi le pluralisme religieux, donc la laïcité. Pour eux, il n'y a qu'une religion, les autres doivent se plier aux règles, au comportement de cette religion, et donc ça, c'est pas tolérable. Ça peut mener à des conflits entre les religions, et tout ce qu'on a pu voir sur l'islamisme et des comportements sectaires dans toute forme de religion, c'est un problème qui traverse toutes les croyances. C'est la prière du vendredi dans cette mosquée de la banlieue de Valenciennes. Le prêche est prononcé par un jeune imam originaire de la région. Dans son discours en arabe et en français, il se dit horrifié par l'assassinat de Samuel Paty. C'est tout d'abord une profanation du message prophétique, mais c'est aussi un affront à notre foi et à notre religion. Un message de paix conforme à la formation d'imam qu'il a suivi non pas en France, mais au Maroc. Il faut qu'on puisse avoir dans toute mosquée un imam formé, un imam compétent qui sache transmettre ces messages importants. C'est à Rabat qu'il a passé 3 ans dans cet institut financé par le gouvernement marocain. Nous l'avions rencontré il y a quelques mois, alors qu'il apprenait son métier d'imam. Tout ce qui est en rapport avec ce qui se passe dans la mosquée, que ce soit l'appel à la prière, le diriger la prière, le prêche du vendredi, on nous apprend ici à l'Institut. Dans cet institut, quelques étudiants sont français. Le Maroc prend entièrement en charge le coût de leurs études et il leur donne un petit pécule. Chaque mois, nous touchons une bourse mensuelle de 2000 dirhams, ce qui est l'équivalent de 200 € à peu près. Plus pendant les vacances, les billets d'avion qui sont pris en charge par l'Institut, concernant les grandes vacances. Tous les élèves de cette classe viennent de régions parisiennes, des Hauts-de-France ou de Normandie. Ils y apprennent l'islam dit du juste milieu, un islam qui se veut tolérant. Notre objectif est de combattre l'islam radical, car cet islam-là n'a rien à voir avec l'islam juste et historique. Depuis 4 ans, l'Institut Mohamed VI a formé une 50aine d'imams français. Une solution qui se voulait provisoire et qui ne pallie qu'en partie la pénurie de formation de prédicateurs dans l'Hexagone. Car la France ne compte que 3 instituts islamiques. C'est trop peu. Sur les 3000 imams qui exercent sur le territoire, la majorité a été formée à l'étranger, dans un pays musulman. Et 300 d'entre eux sont des imams détachés, envoyés et rémunérés par la Turquie, l'Algérie et le Maroc. Avec le risque que certains méconnaissent les principes de la République.
ces imams-là, même s'ils ont des qualités, des connaissances théologiques, n'ont pas forcément le contact avec les jeunes générations qui préfèrent aller sur Internet, qui dispensent des discours fondamentalistes. La France ne veut plus d'imams étrangers sur son sol. Et comme la loi de 1905 l'empêche d'intervenir directement dans les formations religieuses, elle demande aux représentants des musulmans de mettre sur pied une certification des cursus existants. C'est important pour les fidèles de savoir que leur imam est agréé et qu'il a été formé pour prêcher la bonne parole et qu'ils sont à l'abri de quelqu'un qui s'est autoproclamé ou qui, dans la formation, ne répondrait pas aux normes exigées. Plusieurs partenariats entre des universités et des mosquées devraient voir le jour à la rentrée prochaine, mais il faudra de longues années avant que tous les imams de France soient formés en France. Ne manquez pas notre émission. L'objectif de cette charte, encadrer la pratique de l'islam en France. Noir sur blanc, les dirigeants du Conseil français du culte musulman ont rédigé les principes de cette religion en accord avec les valeurs de la République française. Ce texte réaffirme notamment le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes. Il a aussi pour but de lutter contre l'islam politique et contre l'intervention d'un État étranger dans la pratique de la religion en France. Cette charte est le point de départ d'une vaste restructuration de la deuxième religion du pays. Autre point essentiel du texte, les responsables du CFCM insistent sur la nécessité d'agir pour mettre fin à toute forme de racisme, de discrimination ou de haine. Prochaine étape, la création d'un Conseil national des imams après la rencontre aujourd'hui d'Emmanuel Macron avec les représentants du Conseil français du culte musulman. On passe à... Donc il y a un travail qui est fait pour faire accepter les valeurs et les lois de la République par les religions, tout en respectant la loi de séparation de l'Église et de l'État. Donc ce qui n'est pas toujours simple. C'est globalement l'islam qui est visé actuellement, puisque c'est dans cette religion où on a pu avoir des hésitations et des conflits internes à la religion entre les différentes branches religieuses et des difficultés parfois à appliquer certaines règles et à l'inverse on a eu aussi des comportements racistes ou rejetant l'islam. Des efforts de réconciliation entre les communautés, entre les religions et de fraternité. Et puis ça va avec. Je vous avais expliqué que un musulman va être, on va dire, séduit par l'islamiste et risque d'être recruté par cet islamiste qui va essayer de le convaincre que c'est sa vision de l'islam qui est la bonne. Le musulman, s'il se sent rejeté par la société d'où il vit et s'il est victime de racisme, il y a un risque qu'il se replie sur sa communauté d'origine ou sur sa communauté de croyance et à s'enfermer dans une logique de radicalisation et de rejet de l'autre. Donc revoyez vos cours de géographie, ça s'ajoute au problème des quartiers qui sont fortement ségrégés et où vous avez un taux de pauvreté, un taux de chômage, un taux d'échec scolaire qui sont énormes, et tout ça permet un recrutement plus facile. Voilà pour la lutte contre le séparatisme, les discriminations, le racisme. Donc c'est un tout qui permettra à cette instance de perdurer dans la République, tout en rappelant que c'est une instance qui est liée à la croyance et donc il est tout à fait possible d'avoir des liens sociaux sans passer par la religion. C'est le cas des athées et des agnostiques. Ensuite, nous avons le travail. Alors, on a un peu parlé, mais c'est fondamental. Le travail, c'est un lieu de sociabilité et un lieu où on vérifie justement vos compétences sociales. C'est aussi un lieu où vous allez créer des liens sociaux, qui soient professionnels et parfois amicaux. Et il y a le problème qu'on a vu en France, un chômage qui reste toujours très élevé, un chômage de masse depuis les années 70. Et je le rappelle, le chômage entraîne un cercle vicieux, avec une baisse de l'estime de soi, un manque de sens dans sa vie, des difficultés on va dire, à
à se sentir utile et donc une dévalorisation, parfois des moqueries ou une espèce d'exclusion sociale, une baisse de revenus, donc qui n'arrange rien. Et donc si la personne n'arrive pas à rapidement rebondir ou à changer de métier, ça peut aller jusqu'à ce qu'on avait vu dans les documents, des syndromes dépressifs, des addictions, une mauvaise alimentation, de l'alcoolisme et une surmortalité qui est avérée. Le problème de la précarité, qui propose donc des emplois, mais des emplois qui ne permettent pas de sortir de la pauvreté ou de l'insécurité sociale, donc avec des contrats très courts qui se renouvellent, des stages finis, des CDD, ou tout ce qui est Uber, c'est-à-dire Uber, Deliveroo et tous ces nouveaux contrats qui n'apportent aucune sécurité de l'emploi, aucune sécurité au travail, même si probablement que la loi va rectifier ça très rapidement. Puis on a un peu parlé, mais le travail n'est pas qu'un lieu de bonheur, c'est aussi pour plus de 50%, 51% de mémoire, un lieu de stress, un lieu de compétition, et ça peut créer même des conflits, pareil, des problèmes d'estime de soi, des problèmes de harcèlement professionnel ou sexuel, et une remise en question parfois de ses choix d'orientation lorsque on est lycéen ou étudiant. Je vous laisse regarder cette vidéo sur ce nouveau type de métier. I hate this job. La souffrance au travail, c'est un sujet majeur et dont on ne parle pas. Le métier de Chief Happiness Officer, c'est quelqu'un qui va dire déjà, on va se réunir, on va former des groupes de travail et on va essayer de déterminer tous ensemble quelle serait pour vous la boîte idéale demain. Faire en sorte de créer des souvenirs. Alors ça peut être un baby-foot, le baby-foot on le voit partout aujourd'hui, mais ça peut être autre chose. Si on voit qu'on a des gens qui jouent de la musique, d'un instrument, déjà leur poser la question, c'est un peu la base. Et pourquoi pas organiser des concerts en interne. On peut créer un truc qui s'appelle le mur de la gratitude, le Wall of Gratitude, parce que c'est encore un truc américain, où on va, à chaque fois que quelqu'un nous fait plaisir dans la journée, lui mettre un petit post-it sur un mur en disant « merci, c'est cool ». Il y a des boîtes aussi en France qui ont adopté un système de congé illimité. Les gens partent en vacances quand ils veulent. Un mec à qui vous dites « mais mec, tu fais comme tu veux, hein. Tu fais comme tu veux, on va bosser sur des projets ». Et ben, il va rester un peu plus longtemps, quoi. Moi, j'ai jamais vu des gens autant engagés que des gens qui avaient énormément de liberté. Est-ce que le but, c'est que les gens travaillent mieux? C'est évident. On est quand même dans le monde de l'entreprise, donc le but, c'est que les gens travaillent mieux, soient plus performants et finalement soient plus engagés dans l'entreprise. C'est une certitude. Après, est-ce que ça veut dire en abuser, profiter de ça pour cacher des choses, tirer le stress encore plus que ce qu'il n'est, etc. Il y a des gens qui font ça, mais c'est comme tous les outils qu'on peut remettre à la disposition. C'est pas l'outil qui est en cause, c'est la manière de l'utiliser. On ne peut pas aborder ce métier de Chief Happiness Officer si on l'aborde d'un côté résolution d'une souffrance ou d'un problème. On peut l'aborder, ou du moins on ne peut pas l'appeler comme ça, parce que si vous avez une personne en face de vous qui est en souffrance et que vous lui dites « Ah mais ça tombe bien, t'es en souffrance, toi t'as foutu un happiness manager, tu vas être super content demain », et bien là le mec il va vous dire « Mais vous vous foutez de ma gueule ». Et il aura raison. Donc on peut pas en fait aborder ce métier-là si on est dans une situation déjà de souffrance. C'est pas une réponse à un problème, c'est une amélioration de quelque chose qui se passe déjà globalement bien. La nature du travail en elle-même est en train de changer. On va avoir des gens qui vont travailler à distance, on va avoir des gens qui vont avoir des métiers qui les cloisonnent énormément, et donc en fait on va avoir des gens qui ne se rencontrent plus même au sein d'une même entreprise. Et la notion de réussite elle est plus la même. On travaille plus seulement pour avoir un bon salaire, on travaille pour s'épanouir, on travaille pour trouver du sens, et on travaille pour construire quelque chose et pour construire son chemin de vie. Voilà, donc c'est un métier
En fait, si vous voulez, il y a un changement de paradigme dans certaines boîtes sur le management, c'est-à-dire on a cru pendant longtemps que la compétition à outrance et la pression sur les employés permettaient de gagner en productivité, de garder que les meilleurs et les plus faibles partiraient. En fait, non, ça crée juste une ambiance pourrie. Et donc, certaines boîtes essayent à l'inverse de créer un esprit famille avec des activités ludiques en entreprise, créer une espèce d'esprit d'équipe qui permet aux employés de rester, de s'impliquer, de vouloir faire bien pour l'entreprise, et donc finalement ça fait gagner de la productivité et de la rentabilité. Alors donc pour réparer tous ces problèmes liés au travail, il faut sans relâche lutter contre le chômage et la précarité, et là c'est à la fois des facteurs économiques mais surtout politiques, avec des politiques d'aide au retour à l'emploi, de stimulation de la création d'emplois. Les luttes sociales ont leur rôle, on va y revenir avec la dernière vidéo. Pensez simplement aux gilets jaunes, c'est-à-dire que parfois des manifestations, des grèves ou des mouvements sociaux permettent de corriger les problèmes et des dérives liées au monde du travail, au marché libre, qui permettent parfois donc des hausses de salaire, d'obtenir des droits et des compensations par rapport aux évolutions du monde du travail. Il y a un effort qui est fait en France pour améliorer les formations, notamment pour permettre aux chômeurs de longue durée de changer de métier, puisque parfois le problème, alors ça peut être un problème géographique, c'est-à-dire le métier disparaît dans la zone de résidence du chômeur, et si la personne refuse de bouger, ça devient difficile, donc, ou alors le métier disparaît. Alors c'est une chose qui arrive assez souvent, en fait, il y a des métiers qui disparaissent, notamment liés à la robotisation, à l'utilisation de l'intelligence artificielle, la mécanisation, donc des métiers qui se raréfient ou qui disparaissent parce que la présence humaine n'est plus utile. Et donc des gens qui ont pendant des années travaillé dans un domaine d'activité et ont acquis une compétence dans ce domaine d'activité ne servent à rien. Et c'est pas une question de retrouver de l'emploi n'existe plus. Donc dans ce cas-là, il faut apprendre à ces gens qui sont parfois un peu paumés, il faut les aider à choisir une nouvelle voie et à faire une formation qui leur permettra de rebondir. Donc c'est quelque chose où on est très mauvais en France, et il y a des efforts qui sont faits pour essayer de compenser toutes les faiblesses liées à ces structures de formation adulte. Et puis ça rejoint le stress au travail, mais évidemment lutter contre tout ce qui est discrimination, harcèlement au travail et tous les abus qu'il pourrait y avoir à l'intérieur de l'entreprise, que ce soit de salarié à salarié ou de patron salarié, que ce soit horizontal ou vertical. Pour finir cette première partie et ce premier cours, une petite vidéo sur les gilets jaunes au début du mouvement, donc le mouvement de lutte sociale pour des conditions de vie meilleures. Au départ, c'est des luttes socio-économiques, après c'est devenu politique et puis violent. Mais dans un premier temps, regardez la vidéo et vous allez voir, ça coche toutes les cases du lien social, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles ce mouvement a tenu très longtemps et a surpris l'État, parce qu'il était de nature très différente. Il y avait une nature revendicative, mais aussi sociale. Et je pense que ça a permis notamment de fédérer tous ces gens autour de cette cause et de se sentir unis. Et si vous regardez votre pyramide de Maslow, vous verrez, ça coche pas mal d'étages. Je vous laisse le regarder, et ce sera la fin de ce cours. Donc cette diapo-là, vous devez la prendre et elle fera partie de la leçon à apprendre. Au revoir. Ils ne se connaissaient pas avant le mouvement, et encore aujourd'hui, ils hésitent parfois sur le prénom de chacun. Mais après 3 semaines de mobilisation sur ce rond-point, les Gilets jaunes ont appris à se connaître, à se parler, en bref, à retisser du lien social. On était des anonymes, des gens qui ne se connaissaient pas, qui à la limite, quand on faisait nos courses, on s'ignorait totalement. Et là, il s'est créé
Une ambiance chaleureuse, humaine. On se demande les nouvelles des uns des autres. Notamment, moi j'ai eu un accident, tout le monde a pris de mes nouvelles. J'ai trouvé ça sympa parce que finalement les gens je les connaissais pas. Une convivialité que tous ont à cœur d'entretenir. Il y a les automobilistes qui déposent de la nourriture en soutien. Les gilets jaunes qui proposent aux routiers bloqués de se restaurer. Et puis il y a Michel et sa bonne humeur. Pour se retraiter, le mouvement est l'occasion de rompre avec la solitude. Je suis invité ce soir à manger chez une dame. Elle m'a dit « Tu viens manger à la maison ?» parce qu'elle savait que j'étais tout seul. « Viens manger à la maison !» Voilà quelque chose qui me fait plaisir. La solidarité, on la retrouve encore. On la retrouve. Enfin, on l'avait complètement oubliée. Une solidarité contagieuse. Il n'a fallu que 2 jours à ce bricoleur pour construire une cabane, comme un lieu d'échange supplémentaire. Ce soir, il y servira la soupe aux routiers. Son objectif, que tout le monde se sente bien sur ce rond-point. On discute, il y a beaucoup de dialogue. Et en fait, là, ici, on est comme une grande famille. Et je pense que si ça continue comme ça, on sera apte à passer Noël ici. Et surtout, dans des bonnes conditions et au chaud. Sapins et guirlandes sont d'ailleurs déjà en place. Parce que tous ici en sont convaincus, la mobilisation va durer, alors autant s'organiser.